Bonjour à tous, on va démarrer le temps qu'on se connecte, la petite minute préalable au démarrage. Donc bonjour à tous, je me présente rapidement Arnaud Mazon, donc je suis le président de Galilée. Pour cette nouvelle session d'interaction en ligne, on va aborder une question, alors toujours en relation avec nos sujets de prédilection et en particulier aujourd'hui la donnée, mais on va l'aborder sous l'angle particulier de la manière dont les normes et les standards vont avoir vocation à aider aussi bien fabricants que distributeurs à améliorer globalement la performance commerciale grâce à une data qu'on va qualifier de toujours plus performante et ce, associé à un investissement pour produire cette data toujours plus optimisé. Dire moindre, c'est encore un peu ambitieux, mais en tout cas toujours plus optimisé, tant, comme on le verra ensuite, il est vrai que la manière de pouvoir disposer d'une donnée donc performante induit une vraie stratégie, de vraies approches en termes d'investissement, parce qu'on ne peut pas ou difficilement avoir et de la qualité et sans rien y faire. Pour aborder ces sujets, je suis aujourd'hui accompagné donc de Wolfgang Fleisching, qui est le responsable projet chez Team France. On va évidemment développer tout ça assez rapidement. Et donc, merci Wolfgang de ta participation aujourd'hui et de la préparation qui a précédé, bien sûr. Merci à vous, merci à toute l'équipe de pouvoir nous laisser présenter le modèle et mettre en avant ce modèle à destination des fabricants et des distributeurs en France et aussi en Europe et en Amérique du Nord. Alors pour information, côté modérateur, nous avons donc Laurent et Émilie qui dans le chat vont d'une part répondre à vos questions, celles que vous pourriez poser pendant le webinaire, puis nous les remonter pour celles auxquelles Wolfgang ou moi-même auront vocation à vous répondre. Le sujet étant particulièrement ouvert, n'hésitez pas à poser ces questions sur le chat là, qui se trouve sur la droite. Et pendant la présentation, pendant le webinaire, vous verrez aussi des questions qui apparaîtront dans le sondage. Parce qu'en fait, tout au long du webinaire, on va vous proposer des questions en termes de sondage qui viennent également nourrir et la réflexion et la discussion. Première petite introduction rapide concernant Galilée pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est Galilée spécialisé dans le conseil et l'intégration de ce qu'on qualifie comme étant des plateformes de production marketing à destination d'une diversité évidemment d'usages et en particulier tous ceux qui, à l'image des domaines d'activité stratégiques qu'on recense ici, jalonnent et nourrissent toute la production marketing et com de ce qu'on qualifie aujourd'hui comme étant l'entreprise communicante, c'est-à-dire celle qui a une relation prégnante au marketing et à la com. Galilée fait partie du groupe Vedia, on est en gros 130 collaborateurs et on fait un peu plus de 16 millions d'euros de chiffre. Je te laisse pour le coup, Wolfgang, présenter Etim. Merci Arnaud. Donc je représente aujourd'hui le modèle Etim, qui est un modèle de classification internationale des données techniques. Donc c'est un modèle qui vous permet de faciliter les échanges de données techniques entre fabricants et distributeurs professionnels. Etim France représente aujourd'hui le modèle au niveau local, au niveau du pays, la France. Et donc Etim, à l'origine, veut dire donc Electro-Technical Information Model, est un modèle international de classification et de caractérisation des données riches, donc des données techniques pour expliquer les produits et aussi pouvoir partager des informations sur des critères maîtrisés par les fabricants et permettre aux distributeurs de les publier sur différents supports, notamment via les applications, les sites web et aussi les différents supports print et digitaux aujourd'hui disponibles à destination des clients finaux. Et donc, dans vos adhérents, Wolfgang, on recense donc les trois typologies qu'on va évoquer aujourd'hui de type d'entreprise, donc des fabricants, des distributeurs et également des éditeurs de logiciels. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous avons à la fois en tant qu'adhérents au niveau France des fabricants, donc des fabricants qui utilisent le modèle Etim pour transmettre ces éléments à leurs clients distributeurs et des distributeurs qui utilisent cette donnée pour l'utiliser sur différents supports, comme je l'ai expliqué. Et aussi des éditeurs de logiciels, des éditeurs plutôt PIM, qui intègrent cette donnée pour faciliter l'intégration de celle-ci pour tous les collaborateurs en interne et aussi en externe vers les clients et faciliter cette publication sur divers supports, les sites internet, les sites marchands, les applications, les configurateurs et aussi les supports digitaux qui sont encore existants aujourd'hui
chez les différents fabricants, distributeurs. Ça marche, merci. Alors, j'évoquais en préambule, aujourd'hui, on va donc faire un focus sur la façon dont, grâce à ce type d'initiative et de format qui ont vocation à s'inscrire comme une réelle chaîne logistique de l'information produit, c'est la terminologie qu'on a trouvée la plus pertinente par rapport à la démarche qu'on poursuit, qui est celle de réfléchir à la façon dont on va, comme je l'évoquais en introduction, pouvoir appréhender une donnée toujours plus qualitative. On verra à quel point, dans des exemples très concrets, le fait que depuis le fabricant à destination du distributeur et en direction évidemment des clients finaux au travers de la diversité des canaux, il est aujourd'hui déterminant d'avoir une qualité de données qui va réellement servir ces différents canaux de sorte qu'elle agisse comme un vrai booster au niveau de la vente des produits, puisque, on le détaillera aussi un peu plus tard, il n'y a plus aujourd'hui de considération à la donnée qui doit s'affranchir de sa relation au fait qu'elle va être d'abord traitée par des algorithmes à vocation qu'elle serve des recherches et des comportements d'utilisateurs en relation avec la recherche de ces produits. Donc, une considération très imbriquée entre la qualité de cette donnée, l'usage qu'on va en faire et le public auquel on l'investit. Ça servit en particulier donc avec des modèles comme celui qu'on vient d'évoquer avec Etim. Etim étant une composante du format véhicule qu'est le format FAB10, dont Wolfgang vous parlera un peu plus en détail dans quelques minutes. Et donc, on va voir comment, grâce à ces modèles, donc on parle d'Etim, de FAB10, de GS1, le modèle à l'origine du barcode, ou encore Edoni, et bien sûr la centralisation de ces données, enfin des données résultant de ces modèles, dans vos propres référentiels de data, que ce soit des MDM, des PIM, pour, alors, d'une part, simplifier l'intégration des données. C'est-à-dire que dans les motivations qui président à ce qu'on évoque ici, la première, c'est la simplification de l'intégration des données, parce qu'on verra qu'un fabricant, c'est déjà une grande quantité de données, mais alors un distributeur, il va évidemment multiplier la quantité de données par le nombre de fabricants qu'il va. Et l'intégration de ces données peut évidemment rapidement s'avérer comme extrêmement fastidieuse. Plus la quantité croît et plus la difficulté va croître également. De même, on va s'employer aussi à simplifier ou à apprendre la façon de simplifier l'enrichissement de la donnée et réduire le temps que vous avez consacré, parce que même topo, pour un fabricant, c'est évidemment déterminant et ça représente une part importante. Alors pour le distributeur qui va se trouver derrière et qui va encore une fois multiplier le nombre de données par le nombre de fabricants, ça va encore s'accroître en termes de potentiel problématique et donc nécessité d'avoir des solutions efficaces dans ce domaine. Ce pour réduire les temps requis pour agréger des données et donc les mettre en vente. Mais également pour mettre à jour les données existantes, puisque de l'information produit, évidemment, ça vit, et donc ça doit aussi pouvoir se mettre à jour. Ce a vocation de réduire les coûts de production de cette donnée, et en considérant toujours la diversité des canaux. On va bien sûr parler du digital, mais on va également parler de l'utilisation de la donnée à des fins de production de marketing physique. Parce que, pour autant que le digital croisse de façon permanente en termes d'usage, ne pas oublier que le marketing, c'est aussi une quantité non négligeable de matériel marketing physique, en particulier quand on a des points de vente, que ce soit de la PLV, du stop rayon, du catalogue, de la brochure, la fiche produit, etc. Et enfin, autre objectif prépondérant, celui de l'automatisation et de la fiabilisation des imports et exports de données, puisqu'on parle de chaîne logistique de l'information produit, on a évidemment la considération du fait qu'elle va partir, cette donnée, de quelque part, en général le fabricant, puis elle va être utilisée et être un lien entre la diversité des acteurs qui vont aller jusqu'au final, celui ou celle qui va acquérir le produit. Donc, c'est tous ces objectifs qu'on va s'employer à poursuivre pour donc couvrir notre sujet du jour. Alors, j'évoquais donc cette chaîne de la data, la chaîne logistique de la data. Alors pourquoi chaîne logistique ? Parce qu'encore une fois, on va avoir une population à l'origine des fabricants, un sujet concerné, le produit, et une population cible des distributeurs, c'est-à-dire ceux qui vont, dans une proportion importante, utiliser cette donnée pour pouvoir commercialiser les produits de ces fabricants. Ne pas oublier que le fabricant peut être aussi à l'origine
de l'utilisation de cette information sur ses propres canaux de vente ou ses propres supports de communication. Le fait étant que c'est ce chemin que l'on va s'employer à baliser, de sorte qu'il puisse vous apparaître comme étant la manière la plus claire de gérer et diffuser cette information. Alors, le propre au départ du fabricant, ça va être évidemment d'avoir une exigence en termes de structuration de la donnée qui va derrière permettre un des objectifs qu'on a identifié, simplifier pour tous ceux qui vont se trouver en aval de l'utilisation de la data, de pouvoir intégrer cette donnée dans les registres les plus répétables qui soient. J'ai une information structurée, donc quand je la communique, celui à qui je la communique a lui-même prévu, parce que mon format est prédictible, de la manière dont il va pouvoir intégrer cette donnée, et à partir de là, cette donnée a vocation à être dès le départ structurée pour qu'elle soit directement pensée en fonction de la façon dont les algorithmes pour la sphère digitale auquel on la destine vont l'absorber de la façon la plus utile. La plus utile, c'est celle qui, in fine, fera qu'elle sera le mieux cherchable. Donc, il y a de ce point de vue-là des réflexions immuables sur la manière de structurer au mieux, de telle sorte que ça soit le plus en phase avec la façon dont les algorithmes fonctionnent, eux-mêmes en relation avec la manière dont les internautes vont rechercher cette information. Le dérivé de cette considération en termes de structuration de la donnée, à destination du marketing physique, va être évidemment du fait que pour automatiser toute opération de mise en page, par exemple, sur la base de cette information, plus on va avoir une information là aussi structurée et plus on va pouvoir automatiser l'utilisation qui va en être faite en termes de mise en page. Pour autant, donc, il n'y a justement pas que la satisfaction des moteurs de recherche qui est en jeu, mais il y a également le fait qu'il va falloir également réfléchir à ce que cette donnée ne résulte pas, quand vous l'utilisez, d'une pure duplication de données. La logique de duplicate content, que les algorithmes traquent également. Donc, le fait d'avoir des sites qui seraient nourris de données dupliquées ont vocation à impacter votre domaine rating, la réputation de votre nom de domaine. Et donc, il faut également avoir cette considération en tête, c'est-à-dire que ce que les algorithmes, d'une manière générale, apprécient, si tant est que le terme soit approprié pour un algorithme, c'est le fait que la donnée qu'ils ingèrent soit enrichie par rapport à d'autres représentations de cette donnée. D'où, pour en revenir à un des points qu'on a déjà évoqués, la considération de l'enrichissement de cette donnée qui va également être important. Le propos est qu'il y a également dans cette considération des approches différentes, qu'on soit dans une approche B2B ou dans une approche B2C. Dans une approche B2C, là, tout ce qu'on va pouvoir évoquer comme comportement des moteurs de recherche des algorithmes joue à plein. Pour le B2C, ça va être un peu différent, d'une part parce que, pour le B2B, pardon, ça va être un petit peu différent, d'une part parce que potentiellement, on parle de sites fermés, donc les algorithmes ne passent pas évidemment sur les sites fermés, ils n'ont pas les logins et les mots de passe. Et donc, c'est vraiment la faculté de ceux qui ont un compte sur un environnement B2B et dans leur manière d'opérer les recherches et de pouvoir savoir comment se comportent vos clients en termes d'opération de recherche, que vous allez d'autant être en situation de leur fournir une fiche produit la plus parfaite qui soit, et on reviendra également sur cette notion un peu plus tard. Pour appréhender donc cette structure de la donnée, on a schématiquement un peu considéré deux approches. Alors l'approche qu'on qualifie comme celle du passé, qui vaut quand même encore pour une proportion non négligeable d'entre nous, même on peut dire, c'est le fait que cette donnée soit en pratique structurée directement dans un ou en général des fichiers Excel. Alors, ça, c'est la méthode Old Way. Pourquoi ? Parce qu'en général, elle vous impose des contraintes et des pratiques qui sont assez chronophages, assez difficiles à gérer, notamment quand on doit avoir une approche collaborative, parce que collaborer sur des fichiers Excel, s'assurer que c'est toujours la dernière version qui est la bonne, etc., est évidemment une problématique particulière. D'où, évidemment, la méthode d'aujourd'hui, ou plutôt les possibilités offertes par l'époque, et qui vont plutôt résulter évidemment dans le fait d'appréhender des solutions dévolues à l'agrégation et la gestion de la donnée. Donc à l'image ici, on représente le MDM pour Master Data Management,
qui a vocation lui-même à agréger les différentes considérations, et en particulier pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de la notion de PIM, le Product Information Management, qui est celui à proprement parler de ces modèles de données qui relèvent de l'information produit en tant que telle. Le fait étant que ce type de solution, que ce soit du MDM ou du PIM, vont permettre de pouvoir automatiser la façon dont les données vont être ingérées parce que le modèle de données qu'on aura utilisé pour le formater sera directement permissif à ces standards tels et TIM à partir desquels on va gérer ce flux de la logistique de l'information du fabricant vers, par exemple, le distributeur, mais ça peut être aussi du fabricant qui, dans son propre MDM, va de la même manière avoir un formatage de l'information qu'en export, il va pouvoir destiner à une diversité d'acteurs ou de canaux, que ce soit à l'échelle du fabricant ou à l'échelle du distributeur. C'est de toute manière la problématique de la structuration de l'information à destination de cette diversité de canaux qui est la clé. Alors, qu'on va appréhender en termes de tendance sur les motivations en termes de gestion et de valorisation de ces données produits. Alors, je ne vais pas vous asséner la lecture des bullet points que vous avez à l'écran, mais qui résume les motivations essentielles, qui sont celles, encore une fois, des différents acteurs de cette chaîne logistique de l'information, pour investir et pour travailler dans ces deux considérations de la gestion et de la valorisation de ces données. À ce stade, Wolfgang, j'imagine que c'est fréquemment une des motivations des adhérents ETIM, de leur motivation pour adhérer à ETIM, que ce soit pour gérer, pour améliorer la façon dont ils gèrent ou qu'ils valorisent leurs données. Oui, c'est bien ça. Comme vous l'avez bien expliqué, aujourd'hui, Etim facilite ces échanges entre partenaires fabricants et distributeurs et aussi les installateurs. On se rend compte aussi que dans certains types de groupes, l'information est trop éparpillée. Dans chaque pays, cette information n'est pas la même, n'est pas commune, alors que ces sociétés vendent les mêmes produits. Donc, pour une uniformisation, une unicité de l'information, il est préférable d'adopter un standard commun comme Etim pour structurer cette information et aussi de valoriser cette information au sein des différents distributeurs. Et la donnée technique en fait partie, à juste titre, dans les systèmes d'information aujourd'hui des fabricants. Et cette donnée technique est très importante pour la valorisation des produits sur les différentes plateformes e-commerce, la documentation et aussi les applications et les différents configurateurs. Alors, considération que l'on va aborder, c'est celle qui tend à distinguer la manière dont, que je sois un fabricant ou que je sois un distributeur, et que mon secteur d'activité soit le BTP, l'habillement, la pharmacie, la GMS, etc., eh bien, en pratique, il va en résulter une manière différente d'appréhender cette information produit, parce que de prime abord, d'abord, on va distinguer des cas de figure où, en tant que fabricant, je puisse avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de produits à gérer. Alors, si je suis une petite marque dans l'habillement, j'ai peut-être quelques dizaines de références. Si je suis une marque dans, par exemple, le BTP et les outils électrotechniques, on y reviendra, je peux avoir des milliers de références, ou des centaines, et dans d'autres contextes, ça va être des milliers. À partir de là, évidemment, les enjeux diffèrent que de ce point de vue-là, je dois appréhender une quantité X ou Y d'informations, et il va falloir que je calibre de fait mon organisation en cohérence avec les impératifs que j'ai à satisfaire dans ce domaine. Donc le découpage en termes de manière d'assigner la responsabilité de gamme produit ou de ligne de produit à des populations de données pour qu'elles soient en situation de produire l'information de référence, puisque là on est à l'échelle du fabricant qui va ensuite être utilisée tout au long de la chaîne, est déterminant pour être en mesure d'avoir de ce point de vue-là un bon calibrage en termes de quantité d'efforts à produire pour arriver à une qualité d'information suffisante pour que derrière, eh bien, je puisse, à destination de mes distributeurs, leur faire passer donc cette information source depuis laquelle ils vont eux-mêmes exercer leurs prérogatives, enrichissement, etc.,
à destination de la diversité des canaux qu'ils vont souhaiter appréhender. Et en sachant que pour le distributeur, évidemment, la considération de la problématique du fabricant est à multiplier par le nombre de fabricants que ce distributeur va lui-même commercialiser, enfin l'offre des distributeurs qu'il va commercialiser. Évidemment, pour le distributeur, il est d'autant important d'avoir une source d'information, celle que lui émet le fabricant, qui soit d'emblée la plus riche, de sorte que le travail qu'il aura à faire, eu égard à la quantité de produits que possiblement il va avoir à traiter, puisse être la plus optimisée. Alors, il va sans dire aussi que, à partir de là, les fonctionnalités métiers que les solutions que vous utilisez vous proposent sont déterminantes. Avoir des fonctionnalités métiers qui, par exemple, ici, me permettent d'identifier pour une certaine catégorie de produits quels sont les champs obligatoires pour que ce produit soit vendable sur n'importe quel canal digital ou print, va me permettre de pouvoir simplifier considérablement le côté aiguille dans la botte de foin potentielle que le distributeur va avoir à opérer pour identifier quels sont ceux des produits qui n'ont pas la quantité d'informations suffisante pour être correctement renseignés et donc vendus en ligne. Alors, petite question à ton endroit, Wolfgang. Donc, comme on l'a évoqué plus haut, là, en termes d'adhérents, vous avez aussi bien des fabricants et des distributeurs. Est-ce que tu peux, de fait, nous en dire un peu plus sur les motivations des uns et des autres et leurs attentes dans le domaine? Alors, les attentes des distributeurs et des fabricants sont assez différentes, mais aussi convergent vers la même volonté d'offrir de l'information fiable et précise aux clients. Côté distributeur, c'est de permettre d'alimenter les différents supports, comme je l'avais déjà cité, et d'automatiser en fait les process, d'éviter justement un retraitement de cette information à la main comme on le faisait auparavant. Et aussi de pouvoir utiliser une classification interne fiable, structurée et aussi qui est éditable dans plusieurs pays. Et c'est aussi intéressant d'utiliser un modèle comme Etim pour gérer du contenu, d'éditer des supports et permettre tout de suite d'avoir cette information et de l'intégrer sur ces différents supports proposés aux clients. Et chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que la classification Etim permet d'être intégrable directement sur des filtres et aussi dans les champs des recherches, des moteurs de recherche intégrés sur les sites web marchands de ces distributeurs ou des fabricants. Donc, les fabricants aussi peuvent l'utiliser. Et côté fabricant, ça permet aussi de valoriser ces produits sur des critères qui sont structurés, maîtrisés par ces fabricants. Les fabricants possèdent la donnée, ils sont propriétaires de cette donnée. Ils peuvent aussi reprendre, grâce à Etim, des caractéristiques qui sont des caractéristiques normatives déjà présentes dans les fiches techniques, des caractéristiques qui sont aussi demandées par les clients, les plus intéressantes aussi à être publiées, parce qu'il faut aussi pouvoir donner l'information aux clients et permettre aux clients de trouver tout de suite des produits avec des critères bien précis. Et ces caractéristiques sont compatibles, les caractéristiques Etim sont compatibles avec aujourd'hui des normes françaises et européennes sur lesquelles on se base aussi pour publier certaines caractéristiques et valeurs dans le modèle. Et surtout, ne pas oublier les installateurs qui sont aussi des utilisateurs du modèle qui, eux, doivent récupérer des informations, des solutions, des informations produits sous des contraintes techniques particulières et aussi permettre d'intégrer tous ces éléments dans des configurateurs et aussi des modélisations 3D et aussi la maquette numérique. Donc, plusieurs informations, en fait, peuvent être utilisées à la fois par des distributeurs, des installateurs et aussi des artisans ou plusieurs personnes dans la chaîne des professionnels au niveau des métiers aujourd'hui de la distribution, des installateurs et aussi des artisans. Oui, bien sûr, avec la précision importante que tu as apportée, à savoir la dimension des langues, oui. Que tout ce qu'on évoque va encore croître d'un étage, dès lors que, évidemment, au-delà d'une langue, on va souhaiter en ajouter d'autres qui vont s'inscrire également dans le traitement de cette information. Oui. Alors, puisqu'on aborde largement la question, on va basculer justement sur les précisions et les informations en détail sur ces formats d'échange de données. Donc, en commençant par, on va dire, le plus ancien, le plus connu, celui qu'on qualifie comme étant
relativement universel. Donc, c'est ce standard, le GS1, qu'on qualifie comme relativement universel, puisque c'est historiquement ce qui s'est appelé le GENCODE et qui relève du code barre que chaque produit, dont chaque produit va être doté, et qui est donc une classification gérée à l'échelle de cette institution qui est GS1, ce qui permet donc que chaque produit ait un code d'identification unique et qui va évidemment, comme vous le pratiquez, permettre que partout où il va être par exemple douché, ça va permettre de pouvoir avoir des informations sur ce produit, son nom, son prix, etc. Deuxième format auquel on va s'intéresser, c'est le format FAB10. Alors FAB10 pour fabricant distributeur, et qui est évidemment un format extrêmement en vogue et qui se développe de façon constante, en particulier dans le domaine du BTP, mais plus largement. Là, je vais te passer la parole, Wolfgang, puisque tu es évidemment le mieux à même pour nous en dire plus sur, d'une part, FAB10 et évidemment l'onglet ETIM de FAB10, puisque comme on l'a évoqué, mais pour clarifier les choses, FAB10 est un véhicule au sein duquel une partie de l'information est structurée, par exemple, par le modèle éthique. C'est ça. Aujourd'hui, le FAB10 est un format d'échange qui est partagé par plus de 1000 acteurs en France. C'est un standard qui est aujourd'hui incontournable dans plusieurs secteurs d'activité. Ça a commencé dans le secteur électrique. Ensuite, ça s'est diffusé via les distributeurs aussi et fabricants dans le secteur du sanitaire, chauffage et de la plomberie. Aujourd'hui, il est utilisé par les fabricants et certains distributeurs dans le secteur aussi du bâtiment, de la construction et des matériaux. C'est un standard qui permet d'uniformiser l'information et qui permet aussi de véhiculer des informations pour permettre de valoriser les produits des fabricants chez les distributeurs. FAB10 est un standard commun qui a été construit entre les fabricants et les distributeurs. On tient à le préciser. Aujourd'hui, FAB10, le format d'échange FAB10 est gratuit, accessible par tous et aussi diffusable via un format Excel et utilisable par tous pour les différents acteurs. Un exemple concret d'un fichier aujourd'hui qu'un fabricant doit transmettre avec différents onglets. Les onglets aujourd'hui qui sont obligatoires, donc c'est l'onglet cartouche, commerce, logistique, médias, réglementaire. L'onglet ETIM, lui, n'est pas aujourd'hui à diffusion obligatoire, mais il peut être conseillé par certains distributeurs. Aujourd'hui, dans l'onglet ETIM, on demande la transmission uniquement de code. Donc, le fabricant va transmettre sa marque et sa référence commerciale. Et pour ETIM, des codes d'identification pour les classes ETIM, les caractéristiques et les valeurs. Et la version du modèle, parce qu'il faut savoir que le modèle ETIM fonctionne par version. Donc, ce qui me donne aussi l'opportunité de présenter un peu plus le modèle. Aujourd'hui, ETIM est un modèle international, il n'est pas que franco-français. Il vous permet de structurer le flux d'informations entre les partenaires et les fabricants et distributeurs. Il existe dans 21 pays avec 17 langues. Aujourd'hui, on est à la version 8.0 de ce modèle. On va arriver aujourd'hui à une version 9.0 qui se prépare avec les fabricants et distributeurs dans les 21 pays aujourd'hui. Et elle sera disponible en fin d'année, en fin de cette année. Aujourd'hui, le modèle ETIM, c'est une norme qui a été donc développée pour structurer le flux d'informations entre les partenaires professionnels, fabricants et distributeurs. On a aujourd'hui besoin d'une information structurée et claire et précise sur les produits techniques. Le modèle ETIM, comme déjà expliqué, il a été utilisé tout d'abord dans le secteur de l'électricité. Il s'est aussi étendu dans le secteur de la sanitaire chauffage, la plomberie et aujourd'hui dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. Dans le modèle ETIM, on a une classification et une description des produits techniques par groupe, par classe, par valeur et des synonymes. Grâce à ETIM, l'information est détaillée, structurée et uniformisée. Et on a aujourd'hui plusieurs versions de ce modèle. Il est aujourd'hui alimenté tous les 2 ans
pour offrir aux fabricants et aux distributeurs une information de qualité. Et encore une fois, la nouvelle version du modèle sortira à partir de la fin de cette année, en 2022. Et il faut savoir qu'on a aussi la possibilité d'offrir aux fabricants et aux distributeurs des versions dynamiques des teams, c'est-à-dire de fournir une information up-to-date au fil des validations et de l'intégration des éléments dans le modèle. Alors, on l'a déjà un peu abordé, mais petite question, différence entre Fab 10 et eTeam. Alors, la différence, c'est vrai que parfois on peut confondre un peu les deux sujets. Le Fab 10, c'est le véhicule des teams, donc c'est le format d'échange qui va permettre aux fabricants de transmettre le référencement des produits et aussi les éléments qui vont permettre de valoriser, donc notamment les informations médias avec les fiches techniques, les photos, les vidéos, les tutos et aussi les informations réglementaires. C'est important aujourd'hui au niveau des aspects normatifs et aussi réglementaires. Certains fabricants doivent transmettre ces informations aux distributeurs pour leur permettre d'avoir ces informations à transmettre ensuite aux différents fabricants. Le Fab 10 est un format d'échange, alors que qu'eTeam est un modèle de données qui est une structure qui permet d'uniformiser cette donnée produit c'est comme un standard. Et aujourd'hui, Fab 10 véhicule le modèle et permet aux fabricants de l'envoyer directement via cette structure aux distributeurs ou aux différents partenaires qui peuvent utiliser ce modèle. Donc, en tant que fabricant, ce que je vais avoir à faire, moi, c'est faire en sorte que je sois en situation d'exporter depuis mes outils de gestion de l'information produit un fichier au format Fab 10, dont par ailleurs, les informations techniques seront structurées dans l'onglet eTeam selon les préconisations de la norme. C'est ça. Le fabricant doit au préalable faire un mapping de ses données propres internes par rapport au modèle eTeam. Il y a quand même ce travail d'identification et de structuration à réaliser. Et ensuite, le fabricant l'intègre dans ses différents outils comme Galilée ou autre éditeur PIM. Et pour tout de suite avoir cette information, la rendre disponible, la diffuser sous les différents formats aujourd'hui utilisables par les distributeurs et ensuite la transmettre aux différents partenaires. Alors, tu as déjà évoqué tout à l'heure les secteurs d'activité sur lesquels eTeam était né puis s'était développé. Tu as reprécisé que l'origine, évidemment, c'était l'électrotechnique, enfin, tout ce qui est relatif à l'électricité, que ça s'étendait de façon continue à d'autres des usages dans le BTP. Alors, sur ces bases-là, j'aurais une première question ou une nouvelle question. C'est est-ce que tu peux préciser l'intérêt d'utiliser ce type de format pour les fabricants industriels et pour les distributeurs? Évidemment, on a déjà donné un certain nombre d'éléments, mais est-ce que tu pourrais nous résumer donc quels sont les intérêts pour ces différentes populations d'utilisation? Alors l'intérêt, c'est de faciliter, comme on l'a dit, les échanges entre fabricants et distributeurs. C'est aussi de permettre aux fabricants d'attendre un traitement de la donnée qui était fastidieux et assez long chez les partenaires distributeurs. Les distributeurs prennent en compte cette donnée plus facilement et l'intègrent tout de suite sur les différents supports. Celui qui est le plus visible aujourd'hui par les fabricants, ce sont l'intégration des caractéristiques en termes de filtres pour permettre aux clients finaux de chercher de retrouver l'information des produits et de tout de suite identifier les produits selon leurs critères. Ça permet de rendre, comme je l'ai dit, les produits une visibilité produit plus facile, aussi pour permettre aux distributeurs, via des codifications, un travail interne, de faciliter les échanges pour les achats, la gestion des stocks et aussi faciliter la distribution. C'est aussi une communication facile entre fabricants et distributeurs. Avoir une actualisation des données tout de suite disponible. Le fabricant étant maître de sa donnée, il va tout de suite fournir des nouvelles informations techniques à ses partenaires distributeurs.
et aussi il permet d'accélérer, d'harmoniser le traitement de cette donnée. Le fabricant et le distributeur parlent de la même chose, et aussi en interne, les fabricants qui ont une dimension internationale parlent de la même chose sur les mêmes produits au même moment avec les différents partenaires. Bien évidemment, si les produits sont vendus dans les mêmes pays. Bien sûr. Et c'est vraiment, vraiment de faciliter ces échanges quand on utilise les Teams, c'est la facilitation des échanges et d'avoir une uniformisation de ces données. Alors, ça combiné à, puisque donc on évoque des quantités de données qui, à l'échelle d'un fabricant ou d'un distributeur, peuvent être assez significatives, et tu nous indiquais cette fonctionnalité-là de Fab10, enfin proposée par Fab10, là, qui est l'EasyCheck, Oui. et qui, en pratique, est un vérificateur finalement de fichiers Fab10 et TIM. Oui, aujourd'hui, Fab10 a édité un script de contrôle qui permet d'aider les fabricants dans la structuration de leurs données, et aussi de vérifier que ces données sont bien conformes aux attentes du format d'échange Fab10. Là, on a une petite démonstration de la plateforme EasyCheck qui vous permet de faciliter cette vérification. Donc, le fabricant lance la vérification de son fichier. Donc, le fournisseur ensuite va recevoir un mail avec un rapport de traitement détaillé, lui indiquant les erreurs en fait par rapport à ce que lui a intégré, et aussi il va recevoir un deuxième fichier avec les éléments lui permettant d'avoir l'aperçu très concrètement de toutes les erreurs dans chaque module intégré dans le fichier Fab10. Il va ensuite recevoir ce mail. Donc, le fabricant reçoit un mail ensuite lui indiquant de télécharger un rapport d'analyse. Donc, tous les fabricants qui sont confrontés à Fab10 et qui connaissent EasyCheck doivent certainement être familiers par rapport à ce fichier. Il reçoit un rapport d'erreur avec son numéro d'identification. Par exemple, c'est le cas ici, parce que ce rapport d'erreur ne contient pas d'erreur bloquante. Le fabricant a de son côté la possibilité de connaître le type d'erreur. Est-ce que ce sont des erreurs bloquantes, gênantes, les messages d'erreur pour avoir l'explication de cette erreur, et aussi un descriptif un peu plus complet. Il faut savoir que dans ce script de contrôle, on va contrôler les différents onglets obligatoires, et on va avoir des contrôles au niveau des marques et des références commerciales, indiquer la valeur qui n'est pas conforme, et aussi le champ qui est à corriger. Dès lors que le fabricant a un fichier qui est complet, conforme aux attentes de Fab10, et après un contrôle de tous les onglets obligatoires ainsi que l'onglet eTeam, il va recevoir un numéro d'identification, un numéro Nscript qui va lui permettre de rassurer le distributeur. Donc, ce Nscript, en fait, servira d'identification et va indiquer au distributeur que ce fichier est conforme au référentiel Fab10, aux attentes de la structure Fab10. Donc, Elisabeth, qui évoquait le contexte où, en pratique, la nature des données qui lui étaient fournies par ses fabricants, ou par ses correspondants, restait de la donnée inexploitable, du PDF, des fichiers Excel non normés. Alors déjà, si c'est des fichiers Excel, imaginez pouvoir en faire quelque chose. Mais s'ils sont non normés, ça va être très difficile de répéter ce qu'on souhaitera faire. Et évidemment, si c'est des images et que ce n'est pas des images qualitatives, ça ne va pas. Donc là, ce que vous évoquez, Elisabeth, comme problématique, c'est bien celle d'un fabricant ou de fabricants qui ne sont pas, pour l'instant, en situation de donner une data de qualité. C'est donc à leur niveau qu'il faut améliorer la façon dont ils le font, de sorte qu'au vôtre, vous puissiez vous inscrire dans un schéma plus vertueux. Pour l'anecdote, une question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Alors, question, si notre distributeur nous donne un fichier Excel de 18 000 produits, mais avec un format non pertinent car mal structuré, comment faire? En particulier si on n'a que ce fournisseur pour le moment. Alors, comme la réponse qu'on pourrait faire, on va aborder d'ailleurs des éléments de réponse concrets sur le sujet.
c'est le fait de retraiter cette information. Dans la mesure où celle qui vous arrive n'est pas bonne, alors deux choses. Un, il faut s'assurer que pour autant qu'elle ne soit pas bonne, on vous livre toujours la même. Voilà. Et deux, le propos, ça va être que entre ce qu'on vous livre et ce que vous allez utiliser, eh bien, on puisse transformer cette information. Il y a tout un tas de possibilités dans ce domaine qui existent pour transformer cette information. Et donc, du point de départ qui vous est donné, a priori non satisfaisant, elle puisse être reformatée dans un cadre qui, lui, soit un, pérenne, et deux, adapté à l'usage auquel vous destinez cette information. Donc, voilà la réponse qu'on pourrait faire dans un cas de figure comme celui-ci. Le distributeur peut-il obliger le fabricant à utiliser le modèle ETIM? Alors, réponse à ça. Oui, alors aujourd'hui, en fait, dans le Fab 10, l'onglet ETIM n'est pas obligatoire. C'est aujourd'hui encore un onglet facultatif. Néanmoins, chaque distributeur est libre de demander la fourniture de cet onglet pour des questions de partenariat et aussi de visibilité sur les sites marchands. Et les distributeurs aujourd'hui doivent voir avec les fabricants s'ils sont capables de fournir ces éléments. Après, il faut faire aussi comprendre côté fabricant aux distributeurs que ce n'est pas aussi facile, que cela prend du temps. Il faut sélectionner les produits à mettre sous ETIM et ne pas s'amuser à vouloir étimiser vos 18 000 références, par exemple. Il faut vraiment faire une sélection et dire à votre distributeur « Ok, je suis partant », mais cela se fera au fil de l'eau avec une sélection de produits. Vous ne pouvez pas tout commencer tout de suite. Il y a quand même en interne des vérifications à faire et aussi un travail de mapping entre vos données produits et la structure ETIM. Alors je dirais aussi que dans le domaine, il y a également une question de rapport de force qui va se... Oui, effectivement. Je ne voulais pas arriver à là, mais c'est effectivement... voilà. Après, ce sont des discussions fabricants-distributeurs, c'est des questions de partenariat et de gestion de contrat. Après, là, ETIM, malheureusement, et heureusement aussi, ne rentre pas dans ces discussions. C'est des discussions entre fabricants et distributeurs. En revanche, dès lors que vous avez vocation à portée du fait de ce rapport de force économique, ce qui est important, c'est de faire valoir auprès de ce fabricant le bien fondé de la démarche. Parce que, et je vais l'illustrer très concrètement dans la partie qui suit, où justement je me suis appesanti sur, alors bon, il se trouve que je suis actuellement très concerné par les histoires de bricolage, d'outils et autres, et donc je me suis employé à analyser la façon dont, pour quelque chose de relativement simple, des clous, voilà, on allait pouvoir constater la manière dont, depuis le choix du fabricant jusqu'à la commercialisation, les impacts allaient se faire sentir. Alors, là, je cherche un type de clou, voilà. Bon, j'arrive sur un premier site, le premier qui me soit apparu côté Google, et qui me montre une information produit, on va dire, assez condensée, assez restreinte. J'ai quelques caractéristiques techniques, j'ai 2 photos qui fonctionnent, j'ai le nom de mon produit et bien évidemment son prix et sa disponibilité. Alors, sur ces bases-là, eh bien, j'ai continué à voir, et notamment en enrichissant ma recherche, quels résultats autres allaient m'être proposés. Alors, là, je vois d'autres types de résultats et hop, je vois, donc j'étais sur un site de vente en ligne, Toolstation, là j'arrive sur une marketplace, mano à mano, et hop, j'ai l'impression d'avoir une quantité d'informations qui s'est étoffée, et d'ailleurs, pour autant que je retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, qui sont toujours pas folles, là par contre, je vois une description apparaître, donc mano à mano enrichit l'information produit. Bon, par contre, ce que je peux assez rapidement constater à ce niveau-là, donc l'enrichissement vaut aussi pour les produits liés notamment, mais ce que je vois, c'est que le prix est quand même assez différent, puisque j'avais 56 € d'un côté et 76 de l'autre. Alors, je continue dans ma démarche et je vais aller évidemment jusqu'à The Marketplace, à savoir Amazon, et donc voir que sur la recherche du même produit, mais côté Amazon, eh bien,
j'ai une information produit qui est à peu près similaire à celle qu'on a déjà pu voir sur les autres sites sur lesquels on était allé. De la même manière, une information quand même très centrée sur les caractéristiques techniques de ces produits et pas grand-chose d'autre. Alors par contre, pour autant que là, c'est sur Amazon que j'ai l'impression d'avoir une quantité d'informations la plus importante, de toute manière, mon article n'est pas disponible. Donc, retour à la case départ, et c'est donc vraisemblablement sur toute façon que j'aurai intérêt à acheter ces produits. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, l'information produit qui m'est fournie, elle n'est pas folle. Ben, d'où elle vient cette information produit? Du fabricant. Alors, si je vais sur le site du fabricant, qu'est-ce que je vais constater? Eh bien, je vais constater que cette information, elle n'existe pas. C'est-à-dire que le fabricant, il vend des machines, dans ces machines, du consommables, mais on ne trouve pas de l'information relative à, là en l'occurrence, ces clous. Autre chose, c'est que on voit aussi que tout ça est en anglais. Donc, il n'y a vraisemblablement pas de traduction, en tout cas fournie par le fabricant, à destination de la chaîne logistique de cette information produit, autre qu'en anglais. Et d'autre part, vous avez peut-être constaté que ce à quoi j'accédais, c'était un catalogue en ligne. Ce n'était pas de la page web qui soit appréhendable par un moteur de recherche ou autre. Et où donc je vais finir pour acheter ces produits, à l'image de ce que vous allez voir ou ce que vous voyez dans un instant, sur les sites de vente en ligne, considérant que donc a priori cette marque ne vend pas elle-même en ligne, s'en remet à des tiers, mais en leur fournissant à ce stade une information produit qui est peut-être du niveau de celle qui a été appréhendée par certains d'entre vous, à savoir pas très riche, pas nécessairement très bien formatée, parce qu'on peut imaginer qu'elle doit arriver elle-même en format PDF ou autre. Et donc, comme on le voit, difficilement exploitable pour ceux qui vont vendre ce produit. Donc, en tant que fabricant, là, vous touchez du doigt l'importance qu'il y a à ce que l'information qui soit communiquée pour vendre les produits soit la plus riche et structurée possible, de sorte que pour tous ceux qui vont l'exploiter derrière, ça ne soit pas cantonné à trois pauvres références ou caractéristiques sur un produit, mais celles qui permettent réellement de décrire et de pouvoir trouver ce produit. Et ça, en sachant que on a évidemment aujourd'hui une considération sur la diversité dans le parcours client, des points sur lesquels on va souhaiter représenter et promouvoir son offre et son produit. Donc, question, comment structurer la donnée, évidemment. Et pour ça, on va se référer à ce qu'on a déjà appréhendé en début de webinaire, à savoir les référentiels de données et leur faculté de pouvoir être les réceptacles au sein desquels on va agréger cette donnée, de sorte qu'elle puisse être de cette façon-là rendue accessible aux populations en charge de l'enrichissement de cette donnée, puisqu'on en revient à cette considération du fait que, en particulier, plus votre quantité de données est importante et plus l'effort pour enrichir cette donnée va devoir être pris en compte. Et donc, le fait de disposer d'une solution qui permette à vos différentes parties prenantes de venir au même endroit enrichir cette donnée va évidemment être un élément très facilitant pour ce qui est de pouvoir concourir à avoir un enrichissement adapté à celui dont vous estimez avoir besoin pour vendre ces produits là où vous-même les vendez. Première considération dans la structure de l'information produit, évidemment, celle relative, à proprement parler, à la gestion de l'information produit, ce qu'on apprend dans le PIM, donc, qui, dans le MDM, est une des composantes du modèle de données de MDM, et qui, justement, à ce stade-là, doit permettre de concevoir ce qu'on va appréhender comme étant la page produit parfaite, la perfect product page, c'est-à-dire celle qui, pour vous, présente la quantité d'informations optimisée. Wolfgang l'a évoqué tout à l'heure, on peut avoir une grande quantité d'informations qui sont véhiculées par ces formats. Il n'est pas non plus évident que toute cette information vous soit totalement utile. Et donc, vous avez la faculté à partir de là de recenser celle qui, pour vous, est pertinente. Et cette information qui va être, d'une part, évidemment, au niveau information, mais également au niveau visuel. Puisque, en particulier, pour la vente en ligne, la quantité de visuels ou la nature des visuels représentés a un impact direct sur les ventes. On a de ce point de vue-là un de nos clients qui est Decathlon et qui a identifié que sur certains marchés,
eh bien, la quantité d'images optimisées pour favoriser la vente, c'était 7 images par produit. Par exemple, c'est pour les marchés asiatiques. C'est moins, par exemple, pour la France. On est à 5 dans leur stats pour la France. Donc, c'est aussi une considération qui, à un moment donné, rentre en ligne de compte pour, en particulier sur cette perspective-là, arriver donc à l'échelle de son environnement e-commerce à ce qu'on va souhaiter comme étant, excusez-moi, petite transition un peu rapide, ce qu'on va souhaiter comme finalement étant cette page produit la plus optimisée que l'on puisse appréhender. Alors, autre test grandeur nature que j'ai opéré, celui dans ces domaines-là, la considération de différentes manières pour le vendeur, ici, une société qui s'appelle Odelec Noulet, de vendre, par exemple, un produit comme une perceuse. Alors, ce que je vais voir, c'est qu'à partir du moment où je vais trouver donc, mon produit, alors vous voyez que je démarre ma recherche de façon extrêmement basique, je cherche une perceuse, et je vois que là, j'ai quand même une quantité d'offres assez importante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais affiner ma recherche, parce qu'à ce compte-là, je pourrais évidemment avoir des centaines de résultats, et donc, je vais affiner ma recherche. Mais pour affiner ma recherche, il faut que la façon dont l'information ait été structurée permette que cette recherche affinée me donne des résultats pertinents. Alors là, par exemple, je vais rajouter des caractéristiques techniques et je vais voir qu'en ajoutant ces caractéristiques techniques, j'ai bien un resserrement de la quantité de réponses qui me sont proposées, donc une structure de cette information à même de pouvoir me permettre d'ajouter des critères les uns aux autres pour voir les résultats qui me sont proposés être les plus pertinents possibles. Et qu'est-ce que je vais constater en regardant la fiche produit produite par, là, en l'occurrence, Odelec? Eh bien, c'est qu'elle est effectivement assez détaillée. J'ai plusieurs images, j'ai la fiche produit, j'ai, comme on va le voir, des caractéristiques associées au produit qui sont tout à fait importantes et suffisantes. Bref, j'ai une quantité d'informations qui va permettre que, quel que soit le biais par lequel j'appréhende ma recherche, je vais pouvoir trouver mon produit parce que j'ai là une diversité de types d'informations pour le trouver. Des professionnels de ce type-là nous disaient que leurs clients en particulier, puisque là on est dans du B2B, potentiellement ils arrivaient directement avec la référence du produit. Ils ne recherchaient pas perceuse, ils savaient que c'était la perceuse. Alors, j'ai été sur un autre site et fait une autre recherche similaire, et là vous allez voir que au fur et à mesure que je précise, eh ben, je n'ai pas de résultats. D'accord ? Je n'ai pas plus de résultats j'ai même moins de résultats quand je tape une caractéristique comme le 18 volts, parce que, pourquoi ? Eh ben, si je vais maintenant ici sur la fiche produit, ce que je vais constater, eh ben, c'est que j'ai une information beaucoup plus restreinte, et donc, je ne vais pas avoir la même propension à pouvoir, voilà, comme vous le voyez ici, avoir une qualité de recherche qui serve mes aspirations en tant que professionnel pour trouver mon produit. Et donc, c'est sur ces bases-là que, côté e-commerce, vous avez vocation à définir ce que, pour vous et le public que vous adressez, doit être la quantité d'informations adaptée au fait qu'au gré de leur recherche, vous sachiez qu'ils puissent vous trouver. Et cette considération, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, n'est pas que à destination du digital, mais à destination de la diversité des canaux que vous allez souhaiter utiliser et irriguer dans votre stratégie marketing. Étant entendu qu'en plus aujourd'hui, on est à l'ère de la syndication. C'est-à-dire que là, on évoque le cas où le fabricant en relation avec le distributeur va en ligne, mais ce même distributeur pourrait tout à fait, ou le fabricant, adresser des plateformes de syndication. Vous en avez un certain nombre ici qui sont recensées. Et qui va permettre que l'information que vous avez structurée et que vous êtes capable d'exporter dans un format normé, comme ceux qu'on a évoqués avant le blanc, va de fait vous permettre également de pouvoir ensuite pousser cette même information sur une encore plus grande diversité de canaux. Et évidemment, si on reprend des exemples de bricolage, avec ce qui relève de, aujourd'hui, la quantité de marketplace vis-à-vis desquels vous pouvez souhaiter les considérer comme des extensions de vos propres canaux de commercialisation, ce qui nous ramène à cet intérêt prééminent d'embrasser donc ces standards en termes de format de data pour servir donc toute cette logistique
de l'information produit a vocation, quelle est cette capacité à servir vos objectifs en termes de commercialisation, parce que d'un côté, vous allez être beaucoup plus facilement trouvé, vous allez favoriser le fait que, par exemple, comme on l'a vu là dans le B2B, les professionnels qui recherchent aient des capacités de recherche pertinentes par rapport à la façon dont ils fonctionnent, mais étendu au B2C avec une approche suffisamment didactique pour qu'un néophyte puisse arriver au même résultat, distinguant par là même que je n'ai pas nécessairement les mêmes attentes que je fasse du B2B et du B2C, et que, en tout état de cause, l'ensemble des canaux que je vais souhaiter irriguer, et plus je vais me projeter sur une quantité de canaux importante, et plus l'automatisation relevant du fait qu'une information produit soit poussée, publiée et actualisée, va évidemment être déterminante. D'où, pour en revenir à une des questions posées tout à l'heure, le fait de promouvoir, que tous les acteurs promeuvent le fait qu'en amont, dès les fabricants, un maximum adoptent ces formats, de sorte que derrière, ça simplifie la façon dont cette information va pouvoir bénéficier à tous, au final, au bénéfice de l'ensemble, puisque tous ceux impliqués dans cette chaîne logistique de l'information le sont aussi dans la chaîne business, qui tend à ce qu'un fabricant voit ses produits vendus au travers des différents canaux qu'il va souhaiter employer. Et évidemment, dès lors qu'en particulier, il agisse avec des distributeurs, que cette chaîne soit la plus fluide et la plus efficace possible. On arrive au terme de cette présentation, donc on va, pour les quelques minutes qui nous restent, même si on a un petit peu mort de trait, éventuellement aborder certaines questions s'il y en a. Est-ce que Wolfgang Etim est payant pour un distributeur ou un fabricant qui souhaite formater ses données selon le format FAT10 Etim? Alors, en soi, le modèle en lui-même, la structure Etim qui est en anglais, n'est pas payante. Elle est disponible à la fois pour les distributeurs et les fabricants. Mais dans chaque pays, chaque organisation en fait, gère le modèle au niveau local et est responsable de sa mise à jour et de son maintien à destination des différents adhérents. Donc, au niveau France, nous demandons une adhésion annuelle pour les fabricants et les distributeurs selon son chiffre d'affaires. Donc, permettre la mise à jour de ce modèle régulièrement et fournir les différentes versions en langue française. Ok, juste information, c'est Pierre qui dit j'ai manqué le début de la présentation, le document sera disponible ensuite. Oui, le doc est disponible en téléchargement et le webinaire sera accessible également en replay. Par ailleurs, je vous signale sur le site Galilée, dans l'onglet ressources, une diversité de documents à votre disposition, et notamment pour ceux qui sont intéressés par l'aspect modèle de données et modélisation de vos données, celui qui a trait au Master Data Management, donc toutes les questions à se poser dans la perspective d'un projet de MDM. De la même manière, nous sommes largement à votre disposition pour vous accompagner dans ce travail. Hein. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je pars d'un existant qui, à coup sûr, peut être amélioré. Par quel bout je m'y prends? Je suis un fabricant, je dois améliorer. Je suis un distributeur, je dois intégrer. Je dois définir quelle est ma fiche produit parfaite, que ce soit côté MDM ou côté e-commerce. Dans tous ces cas de figure, n'hésitez pas à faire appel à nos experts. Hein. C'est évidemment une de nos raisons d'être. Et donc, il me reste donc, Wolfgang, à te remercier pour la préparation, l'organisation et le déroulé de ce webinaire. Je remercie également Merci à vous. Toutes mes équipes qui ont travaillé à l'organisation de cet événement en ligne. Et je vous donne rendez-vous prochainement, je n'ai pas la date en tête, mais on vous la communiquera pour une prochaine session interaction en ligne sur les sujets qui nous passionnent, à savoir la production marketing. Merci, très bonne journée et à bientôt. À bientôt.